Bonjour et merci de nous recevoir dans ce séminaire, dans cette belle salle à l'Institut Pasteur, ce 17 mai 2018, à l'invitation de son directeur technique, Olivier Schwartz. Cette présentation fait suite à celle du docteur Lebovitch. Ni le docteur Lebovitch ni moi-même n'avons de lien d'intérêt avec l'industrie. Précédemment, donc, il vous a exposé l'historique de l'expérimentation clinique en cycle court. Depuis 2017, la posologie, qui consiste, pour les patients, en succès thérapeutique confirmé à ne prendre la trithérapie que 4 jours consécutifs par semaine, est consacrée par le rapport Morla. Cette inscription officielle aux recommandations cliniques, sous l'égide de la NRS et du CNS, fait passer la pratique du 4 sur 7 d'une phase de développement à une phase de déploiement. C'est l'objet même du projet Quatuor que de faire entrer cette technique dans la pratique courante. Le volet expérimental ne s'arrête pas là, et le succès des protocoles en prise unique hebdomadaire invite à changer de paradigme, comme on l'a vu précédemment. Changer de paradigme revient à dire que le paradigme existant est faux. Or, le meilleur moyen de combattre une idée fausse est de venir avec une qui soit meilleure. Il y a deux idées majeures à retenir de cette présentation. C'est que la préséance de la pharmacocinétique sur la dynamique du virus est une idée fausse et, enfin, que la poursuite du shock and kill est illusoire. On a de meilleures propositions pour la rémission. Les présentations seront disponibles sur Internet, ce qui évite de prendre des notes. Par ailleurs, vous retrouverez les éléments de la discussion sur notre blog dont les coordonnées s'affichent. Au sommaire de notre présentation, nous allons revenir sur les caractéristiques de l'éclipse dont Jacques Lebovitch vient de vous relater l'expérience clinique. Nous essaierons de mettre l'éclipse en équation simple, puis nous compléterons cette équation pour rendre compte d'Icare, ce qui nous invitera à modéliser la partie qui nous intéresse et montrer comment ce modèle décrit bien la rémission dynamique. Enfin, nous comparerons cette stratégie avec d'autres stratégies de rémission, où l'on verra qu'une théorie est nécessaire pour cheminer vers la rémission, et aussi que celle que nous proposons dispose d'une avance unique, la clinique est déjà faite, ce qui la rend concrète et présente. C'est le meilleur outil pour obtenir les financements nécessaires à son extension et à son déploiement. Toutes les études d'interruption montrent que le virus ne remonte pas immédiatement, reste quelques jours sous le boisseau, puis reprend doucement pour exploser in fine en une réaction en chaîne. Il est donc assez pertinent de diviser cette reprise quasi inévitable en 3 phases. Maintien au plus bas niveau, reprise progressive et linéaire, explosion exponentielle. À partir de maintenant, et pour le reste de cet exposé, on va appeler éclipse les 2 premières phases. L'analogie est parlante. Au sortir d'une éclipse totale, la lumière se maintient à un niveau quasi nul, puis reprend quasi linéairement quand les axes se décalent, et enfin reprend ses droits comme si de rien n'était. À l'époque des thérapies peu efficaces, donc inefficaces au sens de la rémission, cela avait un sens que de croire que la pharmacocinétique primait sur la pharmacodynamique. Ce concept a eu son heure de gloire et notre propos est de montrer que c'est obsolète. Dans un contexte moderne, de molécules réellement efficaces, la pharmacocinétique perd sa prééminence. Théorie un temps pertinente, elle est devenue, au fil des observations cliniques et des progrès pharmaceutiques, une idée fausse. L'hystérie pharmacocinétique, comme toute idée invalidée, a une certaine rémanence. Ainsi, voit-on les auteurs de l'essai Breiser attribuer à la seule pharmacocinétique favorable d'Efavirenz le succès de leur stratégie en 5 sur 7. Ceci est en contradiction totale avec les essais pilotes allant, à l'évidence, au-delà de la présence des molécules dans le plasma. On sait aller au-delà du modeste 5 sur 7 ou 4 sur 7 et on peut avoir pour preuve le grand succès des essais en semaine on et en semaine off,
ou l'essai ICAR à 2/7, voire 1/7, ainsi que les témoignages anecdotiques à 1/15. Dans une slide précédente, le docteur Lebovitch a montré une concentration résiduelle en névirapine très en dessous des seuils chez un patient en succès thérapeutique, en 1/7. D'autres essais de réduction de dose montrent un succès maintenu, y compris à des doses faibles. Enfin, dans les essais modernes d'interruption analytique, les durées d'éclipse sont en moyenne de 14 à 21 jours, bien au-delà de ce que la théorie pharmacocinétique, une théorie obsolète, pourrait laisser penser. Sur ce schéma, on a bien différencié la période durant laquelle on bénéficie tout de même d'une rémanence pharmaceutique, suivie d'un début de rebond dont on étudiera la dynamique. La fin de la première phase marque la fin de la zone pharmacocinétique. Les molécules modernes apportent un éclairage nouveau. Ainsi, le dolutegravir qui, en monothérapie, maintient l'indétectabilité pour 3-4 jours après l'interruption et la disparition de dedans le plasma, comme il est dûment documenté dans le Vidal. D'autres facteurs que la présence de la molécule dans le plasma sanguin contribuent à prolonger l'éclipse au-delà des quelques dizaines d'heures prévues par la pharmacocinétique. Non seulement la théorie pharmacocinétique est fausse dans le contexte moderne, mais les valeurs seuils publiées ont été invalidées à plusieurs reprises. Citons par exemple l'essai Verkv avec la névirapine qui donne un seuil de 1000 nanogrammes, là où la littérature officielle de l'ANRS la donne à 4000 nanogrammes. Plus que tout, c'est la démonstration de l'éclipse qui invalide la théorie pharmacocinétique. Ici, on présente une liste des essais, il y en a d'autres, on n'a pas pu tout mettre, d'interruption. Tous mettent en évidence l'éclipse. Ce sont souvent des essais faits dans un objectif de rémission, le shock and kill, ou de vaccination, et où l'interruption est faite sur les contrôles. Et là, ô surprise, on observe l'éclipse chez les contrôles, ni plus ni moins que dans le bras d'intervention. Et comme l'intervention est déclarée nulle, on peut alors penser que les éclipses observées dans le bras d'intervention, qui ne furent pas différentes, sont autant d'éclipses à ajouter à notre compteur. Les éclipses durent, et de plus en plus longtemps. Si l'éclipse ne durait que quelques jours au début de l'histoire des traitements, on observe un accroissement de la durée dans les études récentes. Plusieurs facteurs peuvent y avoir contribué. On choisit des patients tôt traités, avec des réservoirs faibles, bénéficiant de traitements modernes très efficaces. Les molécules sont très efficaces pour ces patients comme pour tous les autres patients. Les patients choisis sont plutôt tôt traités, ce qui est aussi la tendance générale pour l'ensemble des patients. Donc, cette tendance à l'accroissement n'est probablement pas spécifique à ces essais. À chaque fois, on trouve toujours une patiente avec une éclipse supérieure à 1 mois. Donc, une patiente pour qui la prise quotidienne est probablement loin d'être justifiée. Et, de l'autre côté, les éclipses de moins d'une semaine sont rarissimes et ne se trouvent guère que dans les essais les plus anciens. On notera que personne ne voit de relation claire entre un réservoir faible et une éclipse longue. On ne voit pas que cela puisse être un bon prédicteur. L'interruption de Chung à Toronto l'illustre malheureusement assez bien. On a ici à l'écran les interruptions faites lors de l'essai Search 019 par Anand Voranic. On constate qu'aucune éclipse n'est inférieure à une semaine et que, comme souvent, il y a une éclipse qui dure véritablement longtemps. Les éclipses durent en moyenne 22 jours. Pour ces patients, il y a fort à penser que le traitement continu, quotidien, leur porte préjudice. Surtout, l'éclipse apparaît comme un phénomène courant, banal, avec des caractéristiques qui excèdent, et de loin, celles de la pharmacocinétique. Cet essai, comme tous les autres, permettant une observation de l'éclipse, invalide l'hypothèse pharmacocinétique. Elle est fausse. Revenons sur ce point. Dans le contexte des patients modernes ayant bénéficié d'un traitement efficace,
l'hypothèse pharmacocinétique est fausse. On parlera dès lors d'hystérie pharmacocinétiste. Pour améliorer notre compréhension de la pharmacodynamique, nous avons eu l'idée de la condenser sous la forme d'une équation simple que voici. Certes, la simplification est à grands traits. Elle permet de bien positionner les caractéristiques pharmacodynamiques les unes par rapport aux autres et voir où s'inscrivent les propositions de stratégie de rémission. D'abord, l'équation rend bien compte de la rémanence pharmacocinétique réelle, incontestable, et aussi négligeable au regard des éclipses longues et des rémissions. Elle rend aussi compte des situations de contrôle naturel au travers d'un facteur de réponse immunitaire, variable selon l'hôte ou le virus. Cette réponse peut parfois conduire à une éclipse infinie. Plus cette réponse est efficace, plus l'éclipse est longue, voire quasi infinie, comme par exemple chez les contrôleurs d'élite. A l'inverse, quand la susceptibilité est nulle, l'éclipse devient infinie. C'est ce que l'on a réussi à induire chez le patient de Berlin, et il existe des stratégies de guérison en cours d'exploration, sans qu'on puisse bien les distinguer sur l'horizon. Fourati a fait la démonstration que l'ADN intégré est, pour sa très très vaste majorité, de l'ADN pourri, dit junk. Ces résidus d'ADN constituent 10 à 15% de l'ADN chez un humain et s'accumulent au gré des épidémies. Cet ADN pourri, compté par les techniques de quantification, mais complètement incapable à la réplication, explique à lui seul le manque de pertinence flagrant de la quantification d'ADN. Siliciano aura eu la bonne idée de reprendre la démonstration, la confirmer et, par modélisation, venir infirmer par là même la théorie dont il était l'auteur vers 2003. Siliciano concluait à l'époque à l'impossibilité en pratique d'arriver à une rémission sur la base d'une modélisation foireuse, d'une estimation très réductrice de la moyenne de demi-vie et l'hypothèse implicite, aujourd'hui invalidée, de provirus tous compétents. Malgré son peu de pertinence, on place l'ADN proviral au dividende. S'il est nul de chez nul, alors c'est favorable pour l'éclipse. Chez les Visconti, on a un peu cette tendance-là. A contrario, Chung, à Toronto, a sélectionné 2 patients à réservoir ultra faible. L'un a tenu quelques mois, il est vrai, mais l'autre, une semaine. C'est donc l'éclipse qui doit nous guider, et pas l'ADN proviral total. En tout état de cause, notre équation ne rend pas compte d'Icare. C'est l'occasion d'introduire le concept de rémission dynamique. Il est certain qu'une rémission totale ou une guérison fonctionnelle, malheureusement affublée de l'anglicisme BA, cure, est l'objectif souhaitable, mais on peut souhaiter qu'une telle guérison soit stable et durable. Or, la stabilité est une des caractéristiques possibles, mais non nécessaires d'un équilibre. Sur un vélo, la cycliste est à l'équilibre. Elle ne tombe pas. Ceci au prix d'un coup de pédale à donner de temps en temps. Le régime stabilisé Icare 1/7, aussi appelé Icare le Grand, est une rémission dont on prend soin d'entretenir hebdomadairement pour s'assurer des années d'absence de rebond du virus et de transmission aux partenaires, comme Jacques Leibowitz vous l'a montré précédemment.